Bonjour et bienvenue sur ce nouveau cours sur l'entraînement en altitude. Nous allons poursuivre en parlant des différentes stratégies et des différentes organisations de stages et camps en altitude. Nous allons aussi parler d'altitude simulée. Comme d'habitude, ces cours sont gratuits, mais si vous voulez faire un petit don à la communauté, c'est très gentil. Voici mon indicatif PayPal. Vous êtes prêts? On y va. Nous allons débuter ce cours par un bref retour sur le cours précédent. On va rappeler 2-3 choses qui me semblent essentielles. La première chose, notre air ambiant. Qu'on soit au bord de la mer ou en altitude, l'air ambiant est toujours composé de 80% d'azote, 20% d'oxygène. Qu'on soit au niveau de la mer, qu'on soit au sommet de l'Everest, ça reste vrai. Pourquoi a-t-on du mal à capter l'oxygène et à l'utiliser? C'est tout simplement que la pression barométrique baisse en altitude, la densité de l'air baisse en altitude, et donc tous les mécanismes respiratoires et circulatoires sont plus compliqués. L'utilisation de l'altitude, bien sûr, est idéale. Pourquoi? Pour s'acclimater à l'altitude. C'est ce que font les alpinistes lorsqu'ils envisagent une ascension, par exemple, d'une montagne très très haute comme l'Everest. Ils montent progressivement au Népal, ils vont faire un stop au camp de base à 5400 mètres et ils s'acclimatent avec différentes courses d'altitude. Dans un second temps, on sait que l'altitude a aussi un intérêt sur la composition corporelle. Plus on reste longtemps en altitude, plus on a tendance à venir grignoter les graisses et donc à abaisser son poids. C'est pour ça que notamment dans les Alpes, on a des très bonnes choses à manger qui ne sont pas du tout riches. Mais il faut quand même faire attention. Ce n'est pas parce qu'on mange une bonne tartiflette ou une bonne raclette que le poids, au fur et à mesure d'un stage d'entraînement, va avoir tendance à baisser. On va venir grignoter sur son tissu adipeux. Sur de la très très longue durée, on va même venir grignoter de la protéine contractile. Donc on fait attention à ça. Dans un troisième temps, l'altitude est utilisée depuis maintenant 50 ans pour développer les capacités aérobie, le choix du substrat et augmenter la quantité, le nombre de globules rouges. Mais ça impacte aussi le fonctionnement anaérobie, on en a parlé dans le précédent cours, avec un fonctionnement anaérobie qui est très court en altitude. Si on capte moins l'oxygène et si on met moins à disposition des organes, le fonctionnement de l'organisme se fait un petit peu plus souvent sur la filière anaérobie lactique. Donc notre organisme s'habitue à ce fonctionnement et apprend à l'apprivoiser. Le stage en altitude, ça devient un petit peu le golden standard de toutes les préparations un petit peu sérieuses. Aujourd'hui, même les amateurs avertis s'organisent des stages en altitude. Il faut quand même faire attention parce que ça pose quelques problèmes d'organisation. Et d'ailleurs en France, on a un premier problème du point de vue organisation, du point de vue logistique, c'est que pour avoir un stage en altitude efficace, pertinent, il faudrait pouvoir loger à 2000 mètres d'altitude. On sait qu'en dessous, les effets de l'hypoxie sont moindres. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, des équipements sportifs au-delà de 2000 mètres d'altitude, en France, il n'y en a pas. Alors après, il y a 2-3 coins qui sont sympas. Le plus proche de chez nous, je pense que c'est la Sierra Nevada en Espagne, qui est souvent très prisée par les équipes cyclistes professionnelles. Après, il y a des endroits qui sont très sympas aussi, que j'ai eu la chance de visiter. Par exemple, c'est Mammoth Lake et le lac Tahoe dans le nord de la Californie. Ça demande quelques moyens supplémentaires pour aller s'entraîner là-bas. Et ensuite, il y a un endroit qui est assez sympa, qui est dans le Colorado. Eh bien, c'est Boulder dans le Colorado, qui est devenu un petit peu la place forte de l'entraînement des sportifs américains en endurance. Si la ville n'est pas si haute que ça, par contre, il y a des possibilités de venir s'entraîner en haute altitude, voire même en très haute altitude, avec des cols quasiment à 3000 mètres d'altitude, de manière très rapide. Voici le type d'organisation que nous pourrions avoir pour un stage en altitude. Un stage en altitude basé sur au moins 3 semaines. Et le scénario probable à la suite de la redescente en plaine, là aussi sur 3 semaines. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 périodes un petit peu critiques, 2 crises dites climatiques. Une crise climatique à la montée en altitude lors de la première semaine, à l'issue de la première semaine, nous allons en parler un petit peu plus tard, et une deuxième crise climatique à l'issue de la descente en plaine. Lorsqu'on envisage un stage en altitude, déjà ça ne peut pas être une seule semaine, d'accord? Se dire je vais utiliser ma semaine de congé, ma semaine de vacances au ski pour me faire un stage en altitude, c'est une grosse bêtise. En général, on se tire plutôt une balle dans le pied qu'autre chose, d'accord?
Un stage en altitude, c'est 15 jours, voire dans l'idéal 3 semaines, voire encore mieux lorsqu'on a la possibilité et les moyens, un mois complet, 4 semaines. Cette préparation de stage, elle se fait vraiment en amont. Il y a même l'entraînement en amont du stage qui est adapté pour pouvoir profiter au maximum de ce stage. Avec un travail foncier assez important, on va essayer vraiment de développer la caisse aérobie. Euh, on va chercher à récupérer, par exemple la dernière semaine avant de partir en stage, on va chercher à récupérer parce que tout simplement on ne peut pas emmener des organismes très fatigués, des organismes blessés, des organismes malades en altitude, sous peine de détruire toutes les adaptations physiologiques qui ont lieu dans on va dire dans la première semaine de stage. Cette première semaine de stage, elle est cruciale, on va en parler juste après. Il s'agit probablement de la phase la plus cruciale d'un stage en altitude. C'est à partir de ce moment-là que toute la phase d'adaptation aiguë va se mettre en place. Si on fait n'importe quoi, on va mettre le sportif dans du surentraînement et il n'obtiendra pas tous les bénéfices possibles de cette période en montagne. Nous en avons parlé précédemment, dès qu'on monte en altitude, il y a des adaptations, des mécanismes compensatoires qui se mettent en place immédiatement et qui se poursuivent sur une période de 8 à 10 jours. La première chose qu'on remarque, bien sûr, c'est l'hyperventilation. On respire plus vite. Plus l'augmentation de la ventilation est marquée, meilleure sera l'acclimatation ventilatoire à l'hypoxie. En complément, au repos et à l'exercice, il y a une légère augmentation de la fréquence cardiaque et du volume d'éjection systolique. Donc tout ça dans le but d'augmenter le débit cardiaque et d'essayer de propulser plus d'oxygène vers les muscles actifs. On remarque aussi qu'il y a une diminution de la perfusion au niveau du cerveau et quand même une certaine instabilité cardiaque et respiratoire. Pour un même effort, on aura des grosses variations sur le rythme respiratoire et sur la fréquence cardiaque. La situation d'hypoxie, donc le fait d'être en montagne, d'être en altitude, fait qu'une bonne partie de notre vie quotidienne et les quelques petites phases d'entraînement, on va se retrouver avec une forte implication de la filière anaérobie lactique. Dès lors, on va se rendre compte qu'au bout de 3 à 5 jours, le pouvoir tampon aura diminué. On aura du mal à recycler les lactates, à recycler les ions H+, pour reproduire de l'énergie. Il y aura une production lactique qui sera vraiment précoce. Toutes ces petites adaptations, tous ces mécanismes compensatoires de la première heure, eh bien, ça va mettre vraiment le corps du sportif dans une situation de détresse et de grande fragilité. Donc il va falloir, notamment sur les 4 premiers jours, y aller vraiment de manière très progressive, avec que des exercices à basse intensité, c'est-à-dire qu'on pourra privilégier des randonnées, des marches longues au lieu d'aller faire même un footing, et on pourra en profiter aussi pour caler des exercices techniques spécifiques au sport du sportif entraîné ou de la préparation physique, du gainage, du travail prophylactique. Il faut se dire que toutes ces adaptations à l'hypoxie vont générer notamment quelque chose qui est, à mon sens, très important pour les sportifs d'endurance et lorsqu'on vient chercher une augmentation de la production de globules rouges, eh bien, ça va générer l'érythropoïèse, la libération de PO au niveau du rein pour stimuler notre moelle osseuse dans la génération, dans la création de nouveaux globules rouges. Donc d'entrée, si on veut absolument rentabiliser son stage d'entraînement et en faire trop sur ces 4-5 premiers jours, on va casser cette production de PO. Il y a une phase d'acclimatation 2 pour terminer cette première semaine en altitude qui va nous permettre, selon les ressentis, selon les échanges avec les sportifs, d'augmenter la durée des séances, d'augmenter et de monitorer la charge d'entraînement pour voir si on peut demander un petit peu plus d'intensité. Et en plus, encore une fois, ce sera un moment sur lequel on pourra peut-être rajouter de la préparation physique et notamment travail de force maximale parce que en faisant des efforts de très basse intensité pour éviter de se griller en altitude, le sportif très entraîné aura tendance à perdre en force maximale parce que les contraintes à l'effort seront bien plus faibles. Au bout d'une semaine, même si ça fera sourire certains entraîneurs, il faut accorder 24-48 heures de récupération complète aux sportifs. On est donc sur notre première crise climatique. Le sportif, le sportif et même l'entraîneur de toute façon devraient le ressentir. Ils prennent un petit coup derrière la cafetière, problème d'endormissement, un appétit vraiment limité, un gros ressenti de fatigue. Donc il est important de poser 24-48 heures centré sur la récupération. Nous attaquons la deuxième partie de notre stage, la partie vraiment centrée sur l'entraînement, qui apparaîtra donc dès la fin de la première semaine, une grosse première semaine, jusqu'à 21 ou 28 jours.
On est vraiment dans une phase d'acclimatation, dans une phase d'adaptation à l'hypoxie, mais de manière chronique. Ce n'est pas parce qu'on vient de passer une semaine en altitude que ça y est, c'est bon, on peut lâcher les chevaux, on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a quand même des choses très importantes qui se passent, hein. Ne croyez pas qu'à la libération de PO, ça va tout de suite nous créer en un claquement de doigts des globules rouges. Il y a toute une poursuite de la chaîne de production des globules rouges qui se fait pendant 14-20 jours. Euh, il faut savoir que vu qu'on va mettre un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de durée sur nos entraînements, vu qu'on va être plus essoufflé, vu que l'air est plus sec, vu qu'on a tendance à pas forcément augmenter notre prise de boisson, on va être en déshydratation, pardon. Et cette déshydratation, alors autant on va essayer de la compenser parce qu'on va éviter de choper des crampes nocturnes, pardon, et éviter de se blesser, mais c'est quand même une déshydratation qui est importante parce que c'est elle qui va continuer, va maintenir la production des globules rouges. Je vous en ai parlé lors d'un précédent cours. Nous avons des récepteurs qui s'appellent des HIF1-alpha qui vont remarquer cet état de déshydratation et qui vont tirer la sonnette d'alarme pour dire il faut qu'on continue à aider l'organisme, il est toujours en souffrance, poursuivons la production de globules rouges. À plus long terme, on en a parlé en introduction, on a parlé dans le précédent cours, si on n'augmente pas de manière franche notre quantité, notre apport alimentaire, on va perdre du poids. Donc là aussi, il va falloir faire attention. La nutrition va devoir être adaptée. Et il va falloir qu'on puisse vraiment mesurer les apports hydriques, les apports nutritionnels. Il va falloir en complément optimiser l'utilisation de tous les moyens de récupération passive. Les massages, la balnéo, la pressothérapie, je sais pas moi, la cryothérapie. Pourquoi de la récupération passive? Parce que le moindre petit effort sera un ajout de fatigue à une fatigue déjà bien présente chez le sportif. Donc on va essayer de se centrer sur des moyens de récupération qui ne font pas piocher dans les réserves du sportif. Et il y a aussi quelque chose sur lequel il va falloir travailler, que vous pouvez même travailler en amont avec le sportif, et bien c'est les moyens d'optimiser l'endormissement. On va peut-être demander à partir d'une certaine heure que les écrans de smartphone ou de tablette, les ordinateurs, ça c'est terminé. On va peut-être mettre en place des routines de relaxation pour faciliter l'endormissement. Certains sportifs sont tellement crevés qu'ils vont s'effondrer très rapidement dans leur lit, quand d'autres vont avoir beaucoup de mal à s'endormir, notamment sur les premiers jours. L'organisme étant constamment stimulé, le système sympathique constamment stimulé avec une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire un peu élevée, eh bien ça maintient l'organisme en éveil. Donc il va falloir trouver un moyen de calmer tout ça, que le système parasympathique prenne le dessus, avec par exemple une pièce qui est rafraîchie, une routine de relaxation, des étirements, de la musique douce, qui vont amener le sportif à s'endormir bien plus facilement. En termes d'entraînement, un conseil, restez centré sur des exercices aérobie, sur des passages très contrôlés au-delà du seuil ventilatoire 1. Ça, c'est dans l'idée où on s'entraîne, on vit en altitude, mais on s'entraîne aussi en altitude. Troisième moment dans notre stage en altitude, la descente en plaine. D'accord, sur notre petit graphique, c'est marqué SL, Sea Level, niveau de la mer. On aura quand même pris le soin de contrôler en continu l'état de forme. Ça, ce sera l'objet d'une troisième vidéo sur l'entraînement en altitude. De contrôler en continu l'état de forme pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on peut faire au retour au niveau de la mer. On sait qu'on aura deux pics de forme. Un premier pic dans les 3-4 jours après la descente en altitude et un deuxième pic de forme, on va dire au bout de 12 à 14 jours. Mais par contre, ce deuxième pic de forme sera bien plus long. On pourra caser des compétitions bien plus longues ou une série de compétitions. Et ça va s'étaler, on va dire, du 14e jour après la descente d'altitude jusqu'au 28e jour à peu près. Si la montée en altitude est quelque chose de complexe, la descente est quelque chose d'encore plus complexe. Un conseil, si vous avez peu d'expérience dans l'organisation de stages en altitude, ou si vous ou votre sportif avez peu de retours sur l'entraînement en altitude, sur la manière dont c'est accepté, dont c'est assimilé, ne visez pas le premier pic de forme qui est dans les 72 heures après la descente en plaine. Venez chercher le pic de forme qui a lieu 15 jours après votre descente de stage, et ce pic de forme est beaucoup plus large. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir poser vos objectifs. Vouloir absolument utiliser le premier pic de forme, qui est très puissant, certes, mais plus aléatoire, et selon la manière dont on aura assimilé le stage, il n'est pas dit qu'il y ait une grosse performance. Par contre, quand ça match fort. Ce que vous pouvez faire malgré tout, c'est utiliser ce premier pic de forme 72 heures après la descente en plaine pour faire par exemple un test chronométrique pour les coureurs à pied ou pour les nageurs,
ou un test de PMA, un test de puissance pour les cyclistes. Ça vous permettra un peu de voir quel est l'état de forme en redescendant en plaine. À notre tour en plaine, à J+3, J+4, après le premier pic de forme, nous aurons une deuxième crise climatique. Tout simplement, la première crise climatique, il a fallu s'adapter au manque d'oxygène, et bien d'un seul coup, à J+5 jusqu'à peu près J+10, 11, nous aurons une fatigue qui se met en place par un apport trop conséquent en oxygène. Et puis tout simplement, on a notre stage d'entraînement qui tombe sur les épaules du sportif et qui l'amène sur un ressenti de fatigue, des mauvais ressentis mécaniques, une technique qui est un petit peu plus friable. Donc l'entraîneur doit en tenir compte, alléger la charge d'entraînement, mais aussi être un petit peu plus attentif à replacer correctement le sportif pour éviter les possibles blessures après la redescente d'altitude. Donc là, je viens de vous présenter une sorte de planning prévisionnel. J'aime pas trop le terme de planning prévisionnel, mais une manière de faire qui marche relativement bien, mais dans une stratégie qui est du Live High, Train High, LHTH. Je vis en haut, je m'entraîne en haut, je cherche à optimiser ma dose hypoxique. Mais il y a différentes autres stratégies qui ont été développées, qui ont été essayées, et on a vu que ça fonctionnait plus ou moins bien, selon aussi ce qu'on cherche à avoir, selon la période de la saison, selon le profil du sportif. Il va de soi que pour un alpiniste qui cherche à s'acclimater pour une ascension de l'Everest, le fait de faire du LHTH peut-être pas mal, mais pas forcément pour un jeune sportif et un sportif, par exemple, à l'approche d'une compétition. J'appuierai un petit peu plus sur l'usage de l'outil salle hypoxique, et d'ailleurs j'en ferai même une vidéo à part entière, alors peut-être un petit peu plus tard, une fois que le confinement sera levé, mais j'appuierai un petit peu plus sur l'usage de cet outil qu'on peut trouver et en plaine et en altitude. La première stratégie, on y a déjà passé quelques minutes dessus, c'est le LHTH, Live High, Train High. J'habite en haut, je m'entraîne en haut. Euh, alors, bien sûr, c'est idéal pour une acclimatation. C'est ce que fait l'alpiniste lorsqu'il est au camp de base à 5400 mètres, au camp de base de l'Everest. Il va y passer du temps pour s'habituer à cette difficulté environnementale de capter de l'oxygène. Euh, pour le sportif de compétition, ça peut être quelque chose d'assez sympa dans le but de faire un gros volume à basse intensité et donc plutôt un stage de début de saison. On aura augmenté la caisse aérobie, donc derrière, on pourra mettre une grosse masse de travail physique. Le sportif sera capable de l'assimiler normalement. Une deuxième stratégie, ce serait le LHTL, Live High, Train Low. J'habite en haut, j'habite en altitude, je m'entraîne en basse altitude. Alors, dans cette idée-là, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo d'une tente avec un hypoxico. Souvent, le Live High se fait de manière artificielle. Donc, soit parce que je vais dormir dans une tente hypoxique, soit parce que j'ai la chance, par exemple, d'aller à Prémanon, qui est un outil extraordinaire avec un chalet, un lieu de vie qui est intégralement en hypoxie. Et en fin de compte, je vais pouvoir optimiser ma dose hypoxique de manière artificielle et y rester très longtemps, 20 heures, 21 heures par jour, et puis sortir m'entraîner 2-3 heures par jour en altitude réelle. Par exemple, Prémanon, 1200 mètres d'altitude ou 1100 mètres d'altitude, je crois. Mais là, par exemple, avec la petite photo que je vous ai mis, je dors en hypoxie, j'y passe un petit peu de temps en bouquinant avec ma tablette ou à regarder la télé. Mais après, je vais m'entraîner en pleine à l'altitude, mon altitude de vie habituelle. C'est idéal, ça, pour faire une préparation sur laquelle on va chercher à maintenir des allures spécifiques, sur lesquelles on ne va pas être obligé de minimiser les vitesses ou les puissances, sur lesquelles on ne va pas être obligé d'augmenter les temps de récupération. La troisième stratégie, c'est le LLTH, Live Low, Train High. Je vis en plaine, je m'entraîne en altitude. Là encore une fois, alors à part avoir des facilités pour monter très rapidement en altitude depuis la plaine, le Train High, ce sera de l'entraînement en altitude artificielle, dans le but souvent de rendre un exercice plus difficile. Donc on est plutôt sur une période de développement, et notamment du point de vue cardiovasculaire. Le but du jeu, ça va être de décaler, optimiser le décalage à droite des seuils ventilatoires 1 et 2. Et souvent, on utilise dans ce cas-là une salle hypoxique. Une salle d'entraînement hypoxique, qu'est-ce que c'est? Alors moi j'ai la chance d'avoir accès à cet équipement avec la station des saisies. Une salle hypoxique c'est très simple, regardez, ça ressemble à une grande véranda.
une pièce chez nous au saisie qui fait à peu près 5 mètres carrés, relativement étanche, hein, mais c'est pas non plus un aquarium. D'un côté, on aura toute une machinerie avec un système de filtration qui va aspirer d'un côté l'air et qui va recracher l'air de la pièce avec une fraction d'oxygène moindre. Cette fraction d'oxygène enlevée va être remplacée par de l'azote. Et donc ça va permettre de simuler, de donner le ressenti de l'altitude aux sportifs. Dans notre salle hypoxique au saisie, on peut utiliser un vélo installé sur home trainer, on peut mettre un rameur, un stepper, un tapis de course, mais j'ai expérimenté depuis quelques temps eh bien, des efforts plus de type musculation qui ressemblent un petit peu plus à certains gestes, notamment pour les alpinistes, et on a eu de très très bons résultats. Une dernière stratégie, un petit peu compliquée, l'acronyme LHTLH, Live High, Train Low and High. J'habite en altitude, mais je m'entraîne en mêlant des séances en altitude et des séances en plaine. C'est un peu ce que font les montagnards, c'est-à-dire à faire des séances en montagne et puis des séances de temps en temps dans la vallée. Ça peut être pas mal pour un stage final de préparation sur lequel on va pouvoir optimiser la dose hypoxique, donc tout ce qui est lié à la production de globules rouges, tout ce qui est lié à l'amélioration du fonctionnement de la filière anaérobie lactique. Mais malgré tout, on va pouvoir maintenir de temps à autre des allures spécifiques, des puissances spécifiques, parce qu'on s'entraînera dans la vallée. Et je fais même une petite aparté vis-à-vis du fonctionnement que nous avons avec la station des saisies. Les saisies se situent à 1600 mètres d'altitude, mais on peut descendre très rapidement à 1200-1300 mètres d'altitude, c'est-à-dire de la basse altitude, peu d'effet, peu de dose hypoxique. On a aussi la possibilité de descendre à 300-400 mètres d'altitude, donc vraiment dans la plaine, dans la vallée, on peut s'entraîner normalement. Et on a, encore une fois, un plateau supérieur naturel qui nous permet de nous entraîner à 2000 mètres d'altitude. Alors, principalement l'été, mais l'hiver, ça se fait. Ça s'est fait notamment pour la préparation des Jeux Olympiques d'Albertville, où notamment, par exemple, le biathlète Raphaël Poiré a pu s'entraîner au saisie à une altitude élevée, mais aussi en utilisant notre salle hypoxique qui part, en fin de compte, d'une altitude simulée de 1600 mètres d'altitude jusqu'à 5400 mètres d'altitude. Donc l'idée en tant qu'entraîneur, c'est pas d'attraper son groupe d'entraînement et dire allez venez on part 15 jours en vacances, on part en montagne, on va se faire un stage en altitude. C'est pas tout à fait comme ça que ça se construit. On a différentes stratégies, 4 stratégies, voire même je vous ai dit 5 stratégies quand je vois ce qu'on arrive à faire au saisie. Et on va venir piocher sur un mode de fonctionnement préférentiel selon le profil du sportif. Est-ce que c'est un sportif jeune qui a très peu d'expérience en altitude? Est-ce que c'est un sportif plus âgé? Mais aussi, est-ce qu'on est sur une préparation hivernale? Vous venez au saisie, vous allez faire par exemple du ski de fond à gogo et puis des raquettes, donc vous allez vous faire la caisse sur le côté aérobie, ou est-ce qu'on est sur une préparation finale avec potentiellement une acclimatation parce que la compétition a lieu en altitude, ou est-ce qu'on est sur une préparation finale pour une compétition en plaine sur laquelle on va avoir des allures cibles parce que je nage 1 minute au 100 mètres, parce que je cours mon 400 mètres en 50 secondes ou en 47 secondes, d'accord, selon le niveau du sportif. Il y aura peut-être des allures spécifiques à tenir et ça, on ne pourra pas le faire en haute altitude. Il faudra qu'on aille le faire en plaine. Et donc, c'est là tout l'intérêt de l'entraînement en altitude, c'est que selon le sportif et selon ce que l'on cherche à développer, selon la compétition à venir, on pourra venir piocher et choisir la stratégie optimale. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le sportif le point central de votre organisation d'entraînement en altitude. Et surtout le fait de savoir est-ce qu'on a un bon ou un mauvais répondeur. Ce sera notamment une grosse partie du prochain cours que je vais vous faire. Mais pour ouvrir un petit peu, tout simplement, on a des sportifs qui, même s'ils n'ont jamais passé beaucoup de temps à la montagne, se comportent très bien en altitude, ne sont pas trop fatigués, ne se déshydratent pas trop, ont un bon appétit, quand d'autres vont avoir un effondrement complet des performances. La simple marche, une randonnée va être quelque chose de très dur. Peut-être même un mal aigu de montagne. J'ai connu des sportifs qui à 1200 mètres d'altitude commençaient à avoir des migraines et des nausées. Donc là aussi, il va falloir adapter obligatoirement selon la manière dont se comporte le sportif en altitude. Et il faudra, ça va peut-être vous surprendre, mais il ne faudra pas hésiter à dire, toi, là, tu es en train de te foutre par terre, ton stage il s'arrête aujourd'hui, au bout de 48 heures, tu dors pas la nuit, tu manges pas,
on n'arrive à rien faire. Donc tu redescends en altitude, voilà ton programme d'entraînement, tu dégages. Et c'est vraiment important parce que l'entraînement en altitude peut en une semaine, 15 jours, vous mettre complètement à plat pour tout le reste de la saison. Et ça, il faut en avoir vraiment conscience. Ben, je vous remercie de votre attention, j'espère que je vous aurai appris 2-3 bricoles sur l'entraînement en altitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours sur l'entraînement en hypoxie. N'oubliez pas, vous pouvez poser des questions et mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo. Je les lis et s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Pensez aussi à liker cette vidéo, ce serait super sympa. Et pensez encore plus à la partager sur les réseaux sociaux. Merci, bon entraînement à tous, à la prochaine.